Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine. La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi tant de haine? Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre émission des génocides imaginaires, bienvenue pour votre nouveau Pourquoi tant de haine sur les antennes de RFM, la radio en couleur d'égalité et réconciliation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Poussard, patron de la rédaction de Faits et Documents. Xavier, bonjour. Monsieur K, bonjour, bonjour à tous. J'aurai également le plaisir tout à l'heure de recevoir Maître Viguier en duplex, si on peut dire comme ça, dans des conditions un peu particulières, parce qu'on a enregistré Maître Viguier avant cette émission. Alors, je voulais t'interroger, Xavier, sur deux choses. Ce qu'on appelle d'ores et déjà le Keygate, l'affaire du qui. Je vais détailler un petit peu les faits. Et puis, plus largement aussi sur la situation, le climat médiatique en France. Climat médiatique qui lui-même s'explique aussi par la préparation progressive des échéances électorales de l'année prochaine. On se souvient qu'en 2022, il y aura des élections présidentielles en France, si tout va bien. Alors Xavier, première chose, peut-être un petit rappel des faits. On se souvient que des généraux, une vingtaine de généraux avaient publié sur le site internet Place d'Armes une tribune signée d'eux-mêmes, ainsi que d'autres officiers supérieurs de l'armée française, faisant une sorte d'appel au secours, d'une certaine manière, au pouvoir public français sur la situation. Ils soulignaient trois dangers. La question de l'identité française, avec des mots évidemment toujours un peu ambigus, mais bon, ça parlait en gros d'un défaut d'intégration. Les offensives, toujours sur la question de l'identité, de ce qu'ils appellent l'islamo-gauchisme dans cette tribune, à la suite d'ailleurs d'une campagne de presse qui avait précédé cette publication. Et on pourrait dire aussi plus généralement l'insécurité qui prévaut dans beaucoup d'endroits et qui contamine de plus en plus de territoires, y compris ruraux. Alors le général de Lavarde était l'un de ses signataires. Il a ensuite, cette première tribune a été suivie d'une seconde tribune, cette fois-ci reprise dans Valeurs Actuelles, qui précédemment d'ailleurs avait demandé à ses lecteurs de signer la tribune publiée sur Place d'Armes pour apporter d'une certaine façon le soutien de son lectorat aux généraux, qui ont été passablement décriés dans la presse. Cette deuxième tribune a été signée, elle, par des officiers d'active, cette fois, pas des généraux en retraite, encore que les généraux sont jamais vraiment en retraite, on dit qu'ils sont en deuxième section, des militaires d'active, et cette fois-ci sous le couvert de l'anonymat, évidemment pour éviter les sanctions bien prévisibles, puisque ces militaires, en signant cette seconde tribune, violaient un devoir sacré des militaires, qui est le devoir de réserve. Après quoi, il y a eu des suites à cela, d'autres documents ont été publiés, je pense à une autre tribune signée par quelques officiers, qui était beaucoup plus explicite, à mon avis, sur le sens général de la situation. On aura peut-être l'occasion d'y revenir en fin d'émission. Quoi qu'il en soit, à la suite de ces publications, le général de Lavarde a été convié à intervenir en duplex, de chez lui, comme c'est maintenant devenu une habitude sur beaucoup de canaux télévisés, pour discuter avec les gens présents sur le plateau. Donc principalement, c'était sur le plateau de Morandini, c'était en date du 18 juin dernier. Il y avait Gilles-William Goldnadel, mais aussi et surtout Monsieur Posternak, Claude Posternak, qui est patron d'une agence de com. On va peut-être te laisser la parole pour détailler un peu plus sa biographie. Quoi qu'il en soit, pendant cet échange, Monsieur Posternak a voulu revenir sur des écrits antérieurs du général de Lavarde expliquant le contexte dans lequel avait été publiée la tribune, où il parlait du contrôle médiatique. Il parlait du contrôle de la meute médiatique par qui? Et c'est ce que voulait savoir Monsieur Posternak en tendant un véritable piège au général de Lavarde. Ce qu'il voulait, c'est qu'il prononce les mots magiques, bien sûr, le mot de la communauté que vous connaissez bien. Le mot de communauté organisée, afin de pouvoir le discréditer tout à fait. Et le général de Lavarde, d'une certaine façon, a à la fois dit les choses et en même temps, et les a esquivées tout à la fois, puisqu'il a parlé de la communauté que vous connaissez bien, sans jamais aller jusqu'à dire le mot qui tue.
Suite à cela, en plus des procédures disciplinaires déjà en cours au ministère des Armées, initiées par Madame Parly, il y a un nouveau volet qui s'est donc ajouté après les propos du général de Lavarde. Une plainte auprès du parquet de Paris a été déposée pour propos à caractère antisémite. Est-ce qu'il y a des éléments qui te semblent importants d'ajouter, Xavier, et peut-être des choses à préciser? Alors déjà, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord le CV du général de Lavarde, qui est un CV assez intéressant puisqu'il a eu certaines responsabilités. Il a eu certaines responsabilités et il a très bonne réputation, je dirais, parmi la troupe de ce que j'ai pu entendre. Alors tout ça mériterait d'être affiné, d'être confirmé. Le deuxième élément, c'est que il a pris un certain nombre de positions, je dirais, non alignées sur l'atlantisme, non alignées sur le sionisme. Disons qu'il n'est pas dans le politiquement correct en matière de prise de position géopolitique. Et donc ce général de Lavarde participe de militaires qui légitimement, d'une opération de communication de militaires qui légitimement pensent que la situation en France est catastrophique, ce que chacun peut observer, c'est-à-dire chacun peut observer un effacement de la France sur le plan je dirais de la politique internationale et un effondrement sur le plan intérieur puisque la France, tant au niveau de ses infrastructures qu'au niveau individuel, est en proie au pillage par le bas, au pillage par le haut, à tous les niveaux. Donc, légitimement, ces militaires prennent la parole et font des tribunes qui sont des tribunes, je dirais, qui ratissent large. Ce sont pas des tribunes avec des choses extrêmement clivantes dedans. Et d'ailleurs, on voit que ces tribunes, dans le cadre de la réalisation de ces tribunes et de la médiatisation de ces tribunes, ces généraux sont encadrés par Gilles-William Goldnadel, dont nous avons publié un portrait dans Faits et Documents et portrait qui a été repris sur le site d'Égalité et Réconciliation, qui est pas un portrait sur la personnalité même de Gilles-William Goldnadel, mais sur ce qu'il incarne. C'est-à-dire, il incarne le contrôle de la droite française par les milieux sionistes, ce qui n'était pas quelque chose d'évident, puisque la droite française a cette spécificité de ne pas être alignée de façon systématique sur le sionisme à travers son histoire, bien au contraire. Et donc, Gilles-William Goldnadel, en lien avec le Likoud, avec Benyamin Netanyahou, qui vient d'ailleurs de perdre le pouvoir en Israël, donc ça c'est des choses qu'il faut suivre évidemment, a encadré la tribune des généraux en tant qu'avocat, en tant que garant quelque part du pouvoir qui est chargé d'encadrer cette tribune, exactement comme il assure la défense de Génération Identitaire, qui soutient Génération Identitaire comme la corde soutient le pendu. Voilà. Et donc, l'opération des généraux, validée et contrôlée par Gilles-William Goldnadel, peut commencer médiatiquement. Donc, on voit bien le premier relève à l'heure actuelle, et puis ensuite, un premier média qui est Sud Radio avec André Berkoff, donc qui est très proche de Goldnadel et qui gère le bureau des pleurs et qui veille à ce que ça ne dérape pas. Il faut se rappeler, dans une première mouture de Sud Radio, où l'émission n'était pas sous contrôle, ça avait immédiatement dérapé sur l'affaire Strauss-Kahn. Quand on dit déraper, il y a qu'un seul facteur qui fait que ça puisse déraper, c'est aujourd'hui la question qui. Et là, ça avait immédiatement dérapé. Donc en fait, André Berkoff veille à ce que ça ne dérape pas. C'est ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Donc le général fait sa première télé chez André Berkoff, ça se passe bien, et là on monte en gamme en passant sur CNews. Donc il y a la chaîne Navire Amiral. Le navire amiral du néoconservatisme. Oui, ou en tout cas de la nouvelle droite, disons un peu plus, qui se présente comme un peu plus radicale que la droite recentrée, type Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, etc. C'est-à-dire qui prétend incarner une vraie droite. Et donc là, il est invité chez Morandini. Alors on comprend pas bien pourquoi Morandini est encore à la télévision, puisqu'il a des problèmes de délinquance sexuelle qui le poursuivent. Mais bon, lui est encore à la télévision et et le général est donc reçu pour sa première télévision, qui doit être son intronisation médiatique, puisqu'on peut penser que derrière il fasse d'autres télés et qui deviennent
un intervenant régulier, jusqu'à pourquoi pas aller débattre avec Éric Zemmour. C'est comme ça qu'il faut analyser les choses. Et donc il est face à Claude Pasternak, qui est un communicant revendiqué. Et qui a été très proche, je crois, de Rocard. Il est très proche du PS historiquement, donc lui est plutôt de gauche. Sur cette chaîne qu'on décrit tellement comme une chaîne de droite, lui est plutôt de gauche, très proche de Rocard. Il me semble que Rocard est le parrain de sa fille ou quelque chose comme ça. Il est propriétaire d'un château où il fabrique de l'armagnac. Il y a comme ça une prétention de la terre qui ne ment pas. Et il a été proche de Montebourg et ensuite il s'est rallié à Macron. Donc c'est un macroniste communautaire de la communauté organisée, revendiquée, et qui est là, et qui, ça se voit quand on regarde l'extrait, a lu toutes les productions du général et a stabilo-bossé une phrase sur laquelle il pourrait le coincer. Le but, c'était de le coincer. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que il le coince sur quoi? Sur l'élection américaine, qui est un événement complètement hallucinant, puisque la fraude se déroule au vu et au su de tous. Donc là, on rentre dans quelque chose de complètement fou. Si vous voulez, la fraude électorale, avant, c'était les pays africains, c'était les Russes, c'était les Iraniens. Enfin, l'Occident accusait ses adversaires de fraude électorale. Là, c'est la fraude électorale qui se passe dans le phare de la démocratie mondiale, au vu et au su de tous, de façon clair. Et on est tous priés de croire, comme on est tous priés de croire que un virus mortel menace l'humanité, que Joe Biden a été le président élu avec le plus de voix, avec une ferveur populaire, etc. Alors qu'il n'y avait pas de meeting, il n'y avait rien. Enfin, vous voyez, donc on est prié de croire que blanc c'est noir, noir c'est blanc, etc. Et donc ce général a écrit ça en disant ça a été manipulé, c'est un coup d'État médiatique qui a été mené par les médias dont on sait qui les dirige. Et là, le Claude Pasternak donc fait son rôle de flic pour le forcer à déraper et à le sortir du jeu. Vous voyez ? Donc c'était le premier test grandeur nature pour Delavarde et il a été sorti. On peut peut-être revenir un tout petit peu sur le profil de ce Pasternak, parce qu'il est en effet patron d'une agence de communication, mais il est aussi, tu l'as dit, un rocardien rallié à Macron. Il est également très proche, entre ces deux moments de sa vie politique, il a été aussi très proche de ce qu'on appelle le printemps républicain, qui est une espèce de courant qui s'était organisé, on va dire, autour de Manuel Valls, qui avait probablement pour projet de porter Manuel Valls à la présidence de la République, et qui est véritablement, on pourrait dire, le péristyle de la loge, de tout ce qu'il y a de plus illuminé, de tout ce qu'il y a de gauche liquideuse du monde ouvrier. Il se réclame en fait de l'héritage du liquidateur de la commune, Adolphe Thiers. Ils sont ultra laïcards. Ils ont des professeurs d'université qui écrivent pour eux, je pense par exemple à monsieur Bouvet, qui valide en fait la possibilité d'une gauche islamophobe, ou en tout cas islamo-critique, voire islamo-paranoïaque. C'est pas tout à fait ça, le printemps républicain. Tu fais bien de souligner le rôle de Laurent Bouvet, et je peux en parler tranquillement parce que j'avais discuté avec un dignitaire maçonnique et on arrive à en parler. Enfin, Bouvet vient dans la discussion un peu par hasard et il m'en parle en me disant notre maître à tous. Et là, je dois avouer que j'étais sidéré. Et donc, du coup, je me suis intéressé à ce Bouvet qu'on avait retrouvé avec déjà Clavreul, le préfet Gilles Clavreul Diamantis, au sein de la DILCRA, qui est la pompe à subvention pour les associations antiracistes, qui regroupe en fait, qui institutionnalise en fait les ligues de vertu, quoi. C'est une institutionnalisation des ligues de vertu pour faire très court. Et donc ce Bouvet a théorisé ce qu'il appelle, je crois, la tenaille identitaire, d'accord, qui est qu'en fait la gauche, ce qu'on appelle laïque et républicaine, quand on est de gauche, et à droite traditionnellement on appelait ça république judéo-maçonnique, et à gauche on appelait ça la gauche laïque et républicaine, voilà. Et doit désormais se battre sur deux fronts, non plus seulement contre l'extrême droite et le catholicisme, mais aussi contre l'islamisme et l'indigénisme, ce qu'ils vont appeler l'islamo-gauchisme.
Et donc cette stratégie va se cristalliser donc autour de la personnalité de Manuel Valls, avec évidemment donc Laurent Bouvet en idéologue et des relais comme Gilles Clavreul. Et surtout, tout ça va tourner autour, je dirais, du comité laïcité République, c'est-à-dire en fait la version profane de la loge République du Grand Orient de France, qui est une loge assez importante, avec en arrière-plan idéologique aussi Elisabeth Badinter, donc qui est aussi patronne de Publicis, c'est-à-dire que là on a un vrai réseau d'influence, et puis l'American Jewish Committee qui est un lobby sioniste. Et donc en fait toute cette machine-là qu'on va appeler le printemps républicain va s'effondrer, je dirais, sur le fait que déjà on peut pas se battre sur deux fronts, c'est trop compliqué. C'est-à-dire la République, si elle doit combattre à la fois l'islamisme et l'extrême droite, ça devient, enfin frontalement en tout cas, ça devient compliqué. C'est ce qu'ils font avec Macron, mais ils le font de façon plus subtile. Alors ensuite, pour revenir, pour faire un peu de la généalogie de ce truc-là dont on parle beaucoup, parce que les gens comprennent pas exactement de quoi on parle, l'islamo-gauchisme, etc. Macron, lui, va être sur une ligne plus à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire qu'il va pas dire on va appliquer la laïcité aux musulmans. Macron va s'appuyer sur un rapport de l'Institut Montaigne qui est produit par un de ses anciens collègues de chez Rothschild, qui s'appelle Hakim El-Karoui, qui est Schwartz par sa mère et qui est issu de l'élite tunisienne laïcisée par son père. Et donc lui va être sur ce qu'on appelle la laïcité ouverte, c'est-à-dire laisser faire à l'anglo-saxonne. Et là va y avoir effectivement un lobbying qui va mener à tout ce débat qu'on a pendant ce quinquennat, et qui est finalement un débat assez secondaire, puisque le vrai débat, c'est l'immigration, c'est la présence musulmane en France qui effectivement peut poser problème, mais aussi la présence étrangère qui pose problème, sans même qu'il puisse être question de religion. On voit bien qu'on est sur un phénomène aujourd'hui d'invasion migratoire, et qui est, alors ça c'est en même temps une chance, si on fait une parenthèse sur l'immigration, mais qui peut être qui est une immigration essentiellement, et paradoxalement c'est une chance, une immigration de pillage. C'est-à-dire qu'en fait on a un système d'allocation où on donne à tout le monde, et on voit très bien par exemple des pères africains qui vont rester au bled et qui vont avoir un certain nombre d'épouses et qui vont les faire accoucher pour être dans des circuits de captation d'allocation familiale. On voit aussi des gangs géorgiens qui viennent pour des cambriolages, et même quand on voit des immigrés du sous-continent indien qui sont installés pour ouvrir des boutiques de coques de téléphones portables, on voit bien que dans leur tête ils sont au bled, quoi. Il y a plus du tout d'assimilation de par simplement le facteur technologique. Donc le problème essentiel est l'immigration, avant tous ces débats un peu foireux sur la laïcité. Or le débat de l'immigration n'est jamais abordé. D'ailleurs, j'écoutais Golnadel sur CNews qui disait bien je comprends pas vraiment le Front National, ils ont toujours beaucoup plus parlé d'islam que toujours beaucoup plus parlé d'immigration que d'islam, comme si c'était quelque chose d'étonnant et presque quelque chose à corriger. Alors que évidemment, il y a ce qu'on appelle les causes et les conséquences. C'est-à-dire si vous avez une fuite dans votre salon, vous cherchez d'où vient la fuite et puis vous épongez après, vous commencez pas par éponger. D'abord vous coupez la fuite. Donc voilà, donc ça c'est un des pièges de cette nouvelle droite CNews, qui est symbolisée en tout cas par CNews, et à laquelle ce général de Lavarde était prié d'adhérer, et à laquelle, malgré lui, ou parce que c'est quand même un général et qu'il a pas l'habitude de forcément de se baisser, il a dit qui, et il a soulevé la question, la seule question, parce qu'on peut à peu près tout dire en France, mais la seule chose la seule question à laquelle on n'a pas le droit de répondre, c'est qui. Alors là, nous sommes revenus sur les faits qui, je dirais, sont à l'origine de notre échange. Cette présence sur le plateau de Morandini de Monsieur Posternak, l'allocution du général de Lavarde, l'interview à distance du général de Lavarde dans son salon. Point intéressant quand même, l'attitude de Morandini. Il a dit on coupe le général. C'est-à-dire qu'il a fait mettre un terme à la communication électronique d'une manière, pour reprendre ces termes, hallucinante. C'est-à-dire qu'on n'a même pas laissé le général s'expliquer. Je pense qu'il y a une vingtaine d'années, l'échange aurait peut-être été à son terme. Qu'est-ce qu'on peut penser de cela aussi, Xavier ? Moi, ce que je pense là, c'est que, alors là, les gens comprennent pas, parce que souvent, ils disent, mais qu'est-ce qu'a dit le général il faut comprendre que Morandini, c'est un professionnel.
C'est un spécialiste des médias. Il me semble qu'il est aussi sur Europe 1, d'ailleurs qui doit être repris par Bolloré aussi. Il a un blog. Enfin, c'est un vrai spécialiste des médias. Et justement, lui, la réponse à la question qui, il la connaît bien. Alors là, je pense que c'est le moment d'expliquer justement qui, ne serait-ce que sur la France, parce qu'on a vu beaucoup, les gens qui sont sur les réseaux sociaux ou dans les boucles Telegram ont vu beaucoup de graphiques circuler, mais finalement, des graphiques souvent relatifs aux médias américains. Donc c'est le qui américain, CNN, Fox News, etc. Tous les réseaux à 3 lettres, hein. ABC, CBS, NBC. Et alors j'ai un de mes correspondants qui, à partir des travaux de faits et documents, m'a juste produit une liste. C'est juste une liste de personnalités travaillant dans les médias français, hein. On dit rien d'autre. Mais qui répond en partie à la question qui. C'est-à-dire que si le général de Lavarde avait voulu répondre à la question qui, on va se faire une idée de la réponse qu'il aurait pu apporter. Alors je commence. Bon, c'est court, hein. On a trié, on n'a pas tout mis. Donc Vincent Bolloré, actionnaire majoritaire de CNews. Serge Nedjar, directeur général de CNews. Jean-Pierre Elkabbach, conseiller de l'actionnaire majoritaire de CNews. Patrick Drahi, propriétaire de BFM TV. Alain Veil, actionnaire majoritaire, président et directeur de la publication de l'Express. Arthur Dreyfus, président directeur général d'Altis Média. Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV. Fabien Namias, directeur général adjoint de LCI. Valérie Nataf, directrice éditoriale de LCI. Grégoire Chertok, associé gérant et membre du comité exécutif de Rothschild & Co. Conseiller financier de Martin Bouygues, donc TF1, TMC et LCI. D'Arnaud Lagardère, Europe 1, le journal du dimanche, Paris Match, RFM et Virgin Radio. Et de Nicolas Bazir, donc aussi également ancien de chez Rothschild. Directeur général du groupe Arnaud, donc les médias contrôlés par Bernard Arnault. Les Échos, Investir, le journal des finances, Radio Classique, Connaissance des Arts, Le Parisien, groupe Arnaud qui va bientôt reprendre les actifs du groupe Perdriel, c'est-à-dire Historia et Challenge de tête. Je poursuis. Xavier Niel, copropriétaire du groupe Le Monde et propriétaire du groupe Nice Matin et de France Antilles. Louis Dreyfus, directeur de publication du Monde. Sylvie Kaufmann, directeur éditorial du Monde. Denis Oliven, directeur général de Libération. Dove Alphon, directeur de la publication et de la rédaction de Libération. Laurence Bloch, directrice de France Inter. Pierre Bélanger, fondateur et président-directeur général de Skyrock. Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions. Diego Buñuel, directeur des programmes de France Télévisions. Jérôme Clément, cofondateur d'Arte. Gérard Miller, cofondateur du Média. Serge Halimi, directeur de la rédaction du Monde Diplomatique. Ariane et Benjamin de Rothschild, Benjamin est mort. Ariane de Rothschild, actionnaire majoritaire de Slate. Kenneth Fischer, actionnaire de l'Opinion. Famille Dassault, propriétaire du Figaro. Michel Siboni, directeur financier de Vivendi. Maxime Saada, PDG du groupe Canal+, PDG de Dailymotion. André Lévy-Lang, président du conseil de surveillance des Échos. Bernard-Henri Lévy, président du conseil de surveillance d'Arte, membre du conseil de surveillance du Monde et de Libération. Guy Birenbaum, conseiller du vice-président d'Europe 1. Hervé Gattegno, directeur de la rédaction du journal du dimanche et de Paris Match. Anne-Cécile Sarfati, épouse d'Hervé Gattegno, rédactrice en chef du magazine Elle. Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Franck Meloul, directeur général de i24 News. Paul Amar, directeur de l'information de i24 News. Johan Hufnagel, directeur de la rédaction de Loopsider. Alain Grèche, directeur d'Orient 21. Oui, et là c'est déjà assez long, c'est un peu fastidieux. Et encore là, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une liste évidemment non exhaustive. Oui, c'est tout à fait. On a pris les plus décisifs. Les postes de contrôle, si vous voulez. On n'a pas pris les journalistes. Par exemple, oui. Vous voyez, et puis on n'a pas. Vous voyez, par exemple, Xavier Niel, on aurait pu rajouter qu'il était aussi actionnaire de Causeur, donc d'Elisabeth Lévy, et de Mediapart, c'est-à-dire de Plenel. Donc là, c'est intéressant, quoi. Vous voyez, il y a des choses comme ça qu'on découvre si on. Alors ça, c'est intéressant aussi. J'ai souligné la personnalité de Grégoire Chertok, qui est une personnalité assez inconnue et qui est un banquier assez important, puisque c'est lui qui dirige de fait la banque Rothschild & Co et qui avait été chargé de former Emmanuel Macron chez Rothschild. Et donc donc tous les médias qui sont contrôlés par Martin Bouygues, Arnaud Lagardère et Bernard Arnault sont de fait, en fait, des médias Rothschild, au moins via Bazir,
sinon via Grégoire Chertok. Donc ça, c'est par exemple des subtilités que les gens maîtrisent pas bien. C'est-à-dire pourquoi Martin Bouygues, qui est censé être de droite, ou Bernard Arnault, qui est censé être de droite, ou Arnaud Lagardère, qui sont censés être de droite, produisent les médias qui sont en vérité au moins aussi gauchistes que Radio France, enfin en tout cas beaucoup plus que d'autres. Et vous voyez, on voit très bien les programmations de TF1, les programmations d'Europe 1. Bon, là, Europe 1, c'est en train de changer. Alors précisément parce que est en train de se constituer donc ce groupe de Bolloré. Alors qu'on peut analyser sur différents niveaux. Il y a différents niveaux. Il y a un niveau macro, un niveau micro. D'abord, faut comprendre que déjà tout ce monde-là vit au même endroit. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est un monde, c'est un microcosme qui s'appelle la Villa Montmorency, où vit Nicolas Sarkozy, où vit Arnaud Lagardère, où vivent les membres de la famille Bouygues, qui sont eux-mêmes alliés au Bolloré, où vit Grégoire Chertok. Vous voyez, donc déjà vous avez un phénomène de microcosme. Vous voyez, c'est le même monde. Ensuite, vous avez un problème de rancœur personnelle, qui est personnel et à la fois plus complexe, qui est une fâcherie, je dirais, entre Vincent Bolloré et Emmanuel Macron sur la question africaine. Parce que Vincent Bolloré, c'est pas quelqu'un qui est autopropulsé, c'est un produit de ce qu'on appelle l'état profond français. C'est-à-dire qu'il y a deux boosters, si vous voulez, pour être le monsieur, le représentant, un des plus grands représentants de la France-Afrique. Vous pouvez pas être ça sans appui à très haut niveau. Et donc on voit bien les boosters dans sa carrière, que sont la reprise de la banque Rivaux. On voit lié à toute la droite française, au service de renseignement. On voit l'appui du groupe Edmond de Rothschild dans sa carrière, etc. Et Vincent Bolloré incarne les intérêts traditionnels, je dirais, de la France en Afrique. Or Macron, lui, est sur un agenda, je dirais, de type Soros. Il faut savoir que l'Afrique est un terrain de lutte entre toutes les puissances. Et effectivement, je dirais que les puissances, les Américains via Soros et les Israéliens s'opposent violemment aux Français en Afrique. Oui, on peut prendre peut-être pour un petit peu donner de la chair à ce que tu es en train de nous expliquer, Xavier, le cas du Rwanda. C'est-à-dire que au Rwanda, les intérêts français habituels, anciens de la France-Afrique sont plutôt en soutien de l'armée française qui a été accusée à tort de crimes de génocide ou de complicité de crimes de génocide au Rwanda dans les années 90 pendant le génocide de 94, le double génocide de 94 pour être plus précis, qui s'est d'ailleurs poursuivi au Congo voisin, puisqu'en fait c'est ça la clé de toute l'affaire de 94 au Rwanda. Là il y a un micmac israélo-américano-anglo-onusien. D'un côté, contre la France, c'est ce qu'on appelle des guerres par procuration. Et en fait, la France a été naïve. Et puis, faut bien dire, la France est un pays extrêmement perméable à l'influence étrangère, y compris au sein de sa haute administration et y compris au sein de ses médias. Donc, ça devient très compliqué de défendre les intérêts français quand on est dans la haute administration ou quand on est dans les médias, puisque tout est infiltré. Voyez. Et donc, c'est très simple sur le Rwanda. Mais Patrick Mbeko l'a écrit, Paul Baril écrit avant lui, enfin tous les gens qui sont sérieux sur la question du Rwanda savent qu'il s'agit d'une guerre par procuration, d'une manipulation dans laquelle la France s'est fait avoir tout simplement. Et là, on voit bien que Macron sur le rapport là a donné en partie, alors c'est toujours du en même temps, mais dans les faits, il a donné raison à la partie adverse et donc Védrine s'est un peu insurgé. On voit très bien. Il s'est rendu d'ailleurs à Kigali. On se souvient qu'il a fait un voyage au Rwanda il y a pas très longtemps et lors de ce voyage justement, il a concédé à la partie rwandaise, alors qu'en réalité, là, on parle de proxy, donc en fait, il a concédé la partie israélo-américaine. On peut dire que c'est une défaite en race campagne, une capitulation en race campagne, après 25 ans de fâcherie avec Kigali. Et on voit bien les réseaux qui sont sur le Rwanda, en France, c'est parfaitement incarné par Raphaël Glucksmann. Il y a pas besoin de dire tellement plus. Donc c'est les réseaux Soros israéliens avec et d'ailleurs Védrine, au bout d'un moment, Védrine est passé, s'est fait piéger sur Thinkerview. D'ailleurs Thinkerview a bien montré en piégeant Védrine là-dessus qui ils étaient. Et au bout d'un moment, Védrine a dit mais pourquoi la France ouvre ses archives et pas les Américains, les Anglais et les Israéliens?
voyez, il avait tout dit. Donc voilà, donc une fois de plus, Macron a planté la France parce que Macron est sur un agenda mondialiste en Afrique qui n'est pas l'agenda français, et donc Bolloré est fâché avec lui, et en plus Macron s'appuie plus sur Bolloré, s'appuie sur un autre type dont on fera la biographie dans Fait Document parce que c'est un type assez intéressant qui s'appelle Thierry Déaut, qui est un Martiniquais et qui est un dignitaire de la GLNF, hein, donc qui contrôle Meridiam, qui se positionne clairement sur le marché de l'eau en France, et puis qui se positionne pour prendre vraiment la place de Bolloré en Afrique, quoi. C'est son ambition affichée. Et lui, Thierry Déaut, qui est un réseauteur, a déjà été coopté à la trilatérale. Enfin, vraiment, on le fait monter dans les instances mondialistes pour bien signifier que Bolloré doit laisser sa place. Exactement comme au Gabon, les réseaux corses traditionnels du Gabon sont aujourd'hui remis en question par des réseaux parfaitement incarnés par Yari Velbaz et David Salama, qui sont les réseaux de la cour du roi du Maroc. Vous voyez, donc sur tous les plans, en fait, non seulement chez nous sommes en voie d'effondrement, et à l'extérieur, on est complètement avec des élites qui jouent systématiquement contre nous. Et donc Bolloré, certainement à un niveau individuel, se dit qu'en créant ce groupe de médias, il va pouvoir concurrencer ou en tout cas faire de l'anti-macronisme. Oui, parce qu'on revient à notre Villa Montmorency, c'est de ça dont on parlait. Tu disais qu'ils sont tous voisins. Et puis ce que tu vois par exemple donc du coup, il part sur le nouveau clivage politique. Donc je reviendrai sur le nouveau clivage politique, mais je signale que par exemple, tu vois, quand il reprend le groupe Canal+, alors il y a un côté jouissif parce qu'en fait, il met dehors toute la gauche en fait des années 90-2000, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'esprit Canal, qui était un truc hyper irritant. Si tu veux, tu vois la gauche Canal, quoi, c'est-à-dire la matrice, tu vois, du bobo arrogant qui est en plus un beauf, quoi, parce que tu sais, c'est le match du PSG, le porno, enfin tu vois, c'est en fait de vendre la soupe bobo au beauf, enfin tu vois, un truc assez cauchemardesque en fait, tu vois, Canal, c'est un truc assez cauchemardesque, quoi. Et donc en fait lui, il arrive, il liquide ça, tu vois, donc voilà, mais tu vois, par exemple, Ardisson, qui lui s'était clairement positionné en invitant Golnadel, en invitant Zemmour, tu vois, sur un comment dirais-je, en vendant un créneau qui serait un Hanouna chic. Tu vois, c'est-à-dire, il s'était positionné là-dessus, sur un Hanouna chic, Hanouna CSP+, etc. Et ben lui, il s'est fait virer. Et il s'est pas fait. Alors, au début, on lui dit, mais vous êtes fait virer par Bolloré. Alors, il disait, je me suis fait virer par Bolloré, puis il a fini par craquer. Et dans le Parisien, il a fait une interview où il a dit voilà, celui qui m'a viré, je sais même pas qui c'est. C'est un mec qui s'appelle Siboni, et donc c'est le fameux. Alors on l'a identifié là. Oui, le fameux Michel Siboni, donc qui est le cost-killer de Bolloré. Hein, le fameux cost-killer. Et comme à l'époque au Monde, quand il y avait eu la reprise par Niel, il y avait eu un qui s'appelait Bokobza. C'était pareil, le type il arrivait, il virait les mecs. Et donc il faut bien comprendre aussi que les gens qui travaillent dans les médias, surtout qu'en plus le journalisme est quand même en voie d'effondrement terminal, eux savent tous qui est qui. Hein, parce que eux, ils savent qu'ils sont virés par Siboni, ils savent qu'ils sont virés par Bokobza, ils savent qui sont les chefs d'édition, etc., qui contrôlent, quels sujets sont interdits, etc. Donc on vit comme ça dans une chape de plomb. D'hypocrisie. Donc il y a cette concurrence, enfin il y a cette fâcherie personnelle entre Macron et Bolloré, ce qui explique la constitution de ce pôle de médias autour de Bolloré, autour de Canal+, avec bien sûr CNews, etc. On a bien compris. D'ailleurs, je pourrais te donner des anecdotes sur des petits canards catholiques à tirage confidentiel qui ont été également repris par le groupe Bolloré et qui vont dans la même direction, qui sont en fait on pourrait dire le deuxième marché pour recruter les journalistes un petit peu catho-réac. J'ai quelques noms qui viennent à l'esprit, Guilbon, Eugénie Bastier, etc. Bon. Donc, mais tu nous disais, ils habitent tous à la Villa Montmorency. On est dans un microcosme. Ah bah c'est un village, c'est deux rues ultra sécurité dans le 16e arrondissement de Paris. Et d'ailleurs, c'est sur ce vers quoi on va. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi on interdit soi-disant les violences policières, c'est parce qu'en fait demain,
il y aura plus de sécurité publique et il y aura plus qu'une sécurité privée avec des villas de luxe, des groupements de villas de luxe exactement comme au Brésil avec des milices privées, des sociétés de gardiennage, etc. Donc c'est un énorme business, quoi. Vous voyez. Donc et là, pour le coup, il y a plus de violence policière puisque vous avez des sociétés de sécurité privée qui gèrent la sécurité, donc la sécurité pour les types qui ont les moyens. Et alors là, on est vraiment dans du ghetto. D'ailleurs, Bolloré, donc il y avait eu, on se rappelle tous Bolloré quand l'imaginaire collectif de Vincent Bolloré, c'est le yacht de Bolloré avec la fameuse soirée du Fouquet's avec Nicolas Sarkozy. Et donc c'est Nicolas Sarkozy qui allait voir la Villa Montmorency, allait voir Bolloré et il lui a dit écoute, je vais t'organiser on va faire une médiation avec Macron. Et donc Bolloré est allé manger à l'Élysée avec Macron. Puis bon, finalement, il y a pas d'atome crochu. Mais pour bien montrer que c'est le même monde, et là, je précise sur le sarco-macronisme, qui est un sujet aussi à la mode, parce qu'on le voit sur plusieurs niveaux, le sarco-macronisme. C'est-à-dire que déjà, ils affichent une entente. À mon avis, ils se détestent cordialement, mais ils affichent en tout cas une complicité. Donc, en fait, ils se tiennent sur les affaires. Pour faire très simple, ils se tiennent pour les affaires. Ça, c'est un premier niveau. Ensuite, on le voit à travers d'autres personnalités que sont Gérald Darmanin ou Éric Dupond-Moretti, qui sont des personnalités qui ont un pied chez Macron, un pied chez Sarkozy. On le voit sur Michel Marchand, qui gère l'image des deux couples. Mais surtout, ce qui est jamais dit, c'est que le point central du sarco-macronisme, c'est la banque Rothschild. C'est que ces deux personnalités qui sont liées, toute leur carrière se fait sous l'égide de la banque Rothschild. Sarkozy, c'est pas très compliqué. On a cité Nicolas Bazir tout à l'heure. On peut citer Édouard Balladur. On peut citer qui est très Rothschild compatible. Oui, quand tu parlais de Balladur, on se souvient que Balladur était de l'équipe de Pompidou-Chirac. Chirac, Pompidou, Balladur, Giscard, tout ça, ça mangeait à la même cantine. Et là, on est dans le lot 73. Balladur, rappelle-toi que c'est lui qui redonne la licence au Rothschild. C'est lui qui permet de relancer Rothschild avec la privatisation de Paribas. Tu vois, c'est ça qu'il y a derrière. Il y a Minck aussi dans l'entourage qui fait le lien entre Sarkozy et Macron, et qui était au Comex, qui est un des hommes de David de Rothschild. François Pérolle, qui était associé gérant chez Rothschild, qui a fait les navettes systématiquement entre les cabinets de Nicolas Sarkozy et la banque Rothschild jusqu'à l'Élysée. D'ailleurs, quand François Hollande quitte l'Élysée, celui qui reprend le bureau de François Pérolle, c'est Emmanuel Macron qui vient de la banque Rothschild. Si tu veux, t'es dans ce chassé-croisé. Et si tu veux, vraiment ce qui caractérise, et ça c'est le grand non-dit, tu peux parler de tout, mais ce qui caractérise le macrono-sarkozysme, ce qui surdétermine, c'est l'influence de la banque Rothschild. Donc voilà, ça c'est pour faire une parenthèse et pour revenir sur Bolloré, puisqu'on en était à Bolloré et à la constitution du groupe Bolloré et à la nouvelle donne politique en France qu'il faut vraiment intégrer. Alors tout à l'heure, Xavier, tu as effleuré la notion de nouveau clivage politique. On va se quitter là-dessus. Je crois que c'est le morceau de bravoure là pour nos auditeurs. Ben non, mais je voulais aborder ça parce que je pense que c'est à la fois central. C'est ce que tous les insiders, si on veut, ont dans la tête et qui, encore une fois, est le grand non-dit. Et on est quand même, si on est au micro de RFM, c'est pour dire... Qui Voilà, qui Alors, qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que la droite en France? Sans faire de grandes thèses sur ce que c'est que la gauche, ce que c'est que la droite, c'est comment le pouvoir qui a grimpé au 19e siècle, puisque les notions de droite et de gauche sont très, très récentes. Le pouvoir qui s'est mis en place au 19e siècle, parfaitement décrit par Balzac, par Toussenel, puis par Drummond, le marquis de Morès, etc. Le pouvoir ce pouvoir qui s'est mis en place au 19e siècle a défini le clivage gauche-droite. Et le clivage gauche-droite s'est cristallisé sur l'affaire Dreyfus. Les Dreyfusards sont de gauche, les anti-Dreyfusards sont de droite. Et donc le nouveau pouvoir qui disait la gauche vous êtes avec nous, la droite vous êtes contre nous. Oui, c'est d'ailleurs le sujet du livre très important de Simon Epstein, Un paradoxe français sur ces chassés-croisés au moment de la guerre, par exemple, entre les anciens Dreyfusards devenus collabos, anciens Dreyfusards de gauche devenus collaborationnistes à Paris,
et anti-Dreyfusards de droite, catholiques, monarchistes, antisémites, qui, eux, ont rallié le général de Gaulle. On va y revenir, parce que là, on m'objectera, mais le général de Gaulle, Debré, etc., était de droite. Or, là, je vais quand même... J'ai entendu quelque chose qui m'a sidéré, que j'ai vraiment pris comme un aveu. C'est une émission qui s'appelle Le Nouvel Esprit Public, que moi j'écoute, parce que c'est une émission où les intervenants sont tous membres du siècle et pour la moitié sont membres de la trilatérale. Et donc, si tu veux, quand tu écoutes l'émission, d'abord c'est de très bon niveau, et ensuite ça donne une idée de ce qui se dit dans ces cénacles. Alors après, c'est des audiences un peu confidentielles, et j'aime bien. Et donc là, c'était une émission où intervenaient donc deux acteurs, donc un de gauche et un de droite. Et justement, il réagissait à la tribune des généraux. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Donc le premier, c'est Lionel Zinsou. Lionel Zinsou, c'est le noir de l'établissement français avant qu'il y ait Tidjane Thiam, qui est le neveu d'Oufouette, qui est devenu président du Crédit Suisse, et avant qu'il y ait Thierry Déaut, dont je te parlais tout à l'heure, le patron de Meridiam, qui doit concurrencer ou détrôner Bolloré en Afrique. Donc Lionel Zinsou, c'est le black historique de l'établissement français. D'abord, il a été le nègre de Laurent Fabius. Ensuite, il a été associé gérant chez Rothschild. Ensuite, il était premier ministre du Bénin. Et aujourd'hui, il est président de Terra Nova et il est dans la finance. Et donc lui, il est estampillé gauche. Pareil, sur Fabius, on pourrait revenir sur les réseaux. Toute la carrière de Fabius, c'est une carrière Rothschild. Interrogez-vous sur la carrière de Fabius, qui est quand même Premier ministre assez jeune et qui est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel. Interrogez-vous sur la carrière de Pierre Moscovici, qui est aujourd'hui président de la Cour des comptes. Enfin, je veux dire, Pierre Moscovici, les gens voudront tous, c'est sympathique, mais enfin, c'est un branleur, quoi. Le type est président de la Cour des comptes. Enfin, interrogez-vous sur certaines carrières, voyez, et sur d'autres. Par exemple, interrogez-vous sur la carrière d'Hervé Guémard. C'est-à-dire, il fait 3 mois ministre de l'économie, on lui trouve un appartement, on le vire. Interrogez-vous sur Fillon. Enfin, interrogez-vous sur certaines carrières et sur d'autres. Mettez en relation, posez-vous les vraies questions. Et donc, ce Lionel Zinsou discutait avec Jean-Louis Bourlange. Jean-Louis Bourlange, c'est un député centriste qui est président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, donc poste assez stratégique, et puis il est pas vraiment nouveau monde, quoi. Et lui, il était membre fondateur, je crois, de l'UJP, tu vois, les jeunesses gaullistes, et puis il s'est recentré ensuite, et puis il est membre de la commission trilatérale. L'UJP, d'ailleurs, je dis gaulliste de droite, la dernière fois qu'ils ont fait parler d'eux, c'était pour soutenir SOS Méditerranée contre Génération Identitaire. Ça en dit long sur ce qu'est cette pseudo-droite. Et donc, Bourlange et Zinsou rigolaient ensemble de la tribune des généraux, enfin vraiment comme si c'était des pauvres types, et en expliquant que de toute façon, la droite n'avait pas été au pouvoir en France depuis 1830. Vous voyez ? Donc c'est ça, l'establishment. C'est-à-dire que dans l'establishment, on considère tranquillement qu'en fait, la droite a jamais été au pouvoir depuis 1830. 1830, c'est-à-dire que Louis-Philippe, Napoléon III, la 3e, la 4e, la 5e, on est à gauche. Faut bien comprendre dans la définition de la gauche que j'ai donnée précisément. Donc là, tu vois, ça renvoie, c'est-à-dire couper déjà le socialisme de la question juive, qui était la question de Tousnel, si tu veux. La question sociale de la question juive, fallait la couper. Donc c'est aussi à ça qu'a servi l'affaire Dreyfus. Et donc là, arrive un nouveau clivage qui a été défini, dont on a beaucoup parlé sur les antennes d'égalité et réconciliation, et dont Alain Soral a beaucoup parlé, et qui arrive aujourd'hui, et qui a été, je dirais, exprimé de façon très claire par Alain Finkielkraut dans son émission sur France Culture. C'est pareil, je fais pas une fixette sur Alain Finkielkraut, mais c'est toujours la même question, c'est d'où tu parles, camarade, d'où parle Alain Finkielkraut. D'abord, Alain Finkielkraut, juste sur un fait qui résume, c'est-à-dire d'où tu parles, camarade, qui a payé, parce que ça coûte très cher d'entrer à l'Académie française, il faut payer tout un tas de trucs, qui a payé l'entrée de Finkielkraut à l'Académie française. J'ai la liste des donateurs: Patrick Drahi, Serge Weinberg, Éric de Rothschild, Denis Oliven. Vous voyez? Donc, ouais, qui? C'est encore une fois la question, qui paye? Voilà, c'est très clair. Et donc lui, dans ce nouveau clivage, dans l'ancien clivage, il est à gauche. Surtout qu'en plus, il peut pas, tu vas comprendre ce que je veux dire, il peut pas être dans le nouveau clivage, c'est-à-dire d'incorporer Pétain, puisqu'en plus, c'est lui comme immigré, si tu veux, de Pologne, si tu veux, rentrer dans la catégorie des juifs étrangers, sous l'occupe. Il rentre pas dans la catégorie des juifs français. Tu vas voir pourquoi je te dis ça. Parce que dans cette émission qui était très intéressante, il avait invités deux vétérans.
il avait invité Jacques Julliard, éditorialiste très connu, qui a été membre de la Trilatérale, dont un des fils, il me semble, a assuré la communication du ministère de l'Intérieur, tandis que l'autre dirige la rédaction du Canard enchaîné. Enfin, quand on creuse un peu dans l'establishment, on peut toujours trouver des petits faits comme ça assez amusants. Donc Jacques Julliard, mais qui est pas mal, hein, qui dit des choses intéressantes et qui venait présenter ses nouvelles vues marcionistes. Tu vois, là, ça devient intéressant, tu vois, parce que le martionnisme, bon, je suis pas théologien, mais c'est revenir au primo-christianisme dans l'idée de l'opposition du Dieu d'amour au Dieu vengeur. Oui, c'est le rejet de l'Ancien Testament. Contre le Dieu vengeur des Juifs. Donc c'est une vision chrétienne, on va dire, très anti-judaïque. Ouais. Et ça faisait spammer Alain Finkielkraut les sorties sur le marcionisme, le néo-marcionisme de Julliard. Et était invité également Pierre Nora. Alors Pierre Nora, les gens savent pas qui c'est. Et Pierre Nora, bon, il a 90 ans maintenant. Il a passé le flambeau à son neveu qui s'appelle Olivier, donc qui est le fils de Simon Nora, qui était le parrain de la haute fonction publique en France pendant 30 ans, et Pierre Nora, qui est aujourd'hui en couple avec Anne Sinclair, était le parrain de l'édition en France. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, la rive gauche, c'est l'édition, la culture, donc le parrain c'est Pierre Nora, et puis la rive droite, c'est les affaires. Et le parrain, c'est David de Rothschild. C'est assez simple, hein. Paris, c'est un village. Faut pas partir dans des choses très très compliquées. Vous voyez, la rive gauche pour la tête et la rive droite pour le portefeuille. Vous voyez. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Et donc Pierre Nora est le parrain du monde comme ça, intellectuel en France, quoi, un magistère comme ça. Et Pierre Nora venait présenter ses mémoires où il raconte son anecdote qu'il a raconté toute sa vie, comme quoi en 41 il était allé à Grenoble et que il était oppressé par la foule parce que la foule venait voir le maréchal Pétain et qu'il était sorti devant et que le maréchal Pétain l'avait pris et l'avait tapoté sur sa joue et que c'était formidable. Bon, donc ça c'est intéressant parce que il valide. Je suis un petit juif en 41 en France et je peux avoir une marque d'affection du maréchal Pétain. Ce qui est intéressant et ce qui renvoie aux propos d'Éric Zemmour sur la réhabilitation du maréchal Pétain, mais qui sont encore une fois, là faut bien comprendre, c'est-à-dire l'idée, parce que tout le monde a grandi en France, ou en tout cas la propagande jusque-là nous disait le maréchal Pétain c'est pire qu'Hitler. Tu vois, c'était Paxton, etc. C'est pire qu'Hitler. Or, tout le monde savait très bien, dès qu'on avait lu deux, trois livres, que toutes les phrases les plus connues du maréchal Pétain de la débâcle, la terre, elle ne ment pas, je hais ceux qui vous ont tant menti, non ? C'est quoi la phrase ? Tout ça, c'est des phrases qui ont été écrites par Berle. Voilà. Qui est un anarchiste, qui est un juif anarchiste, donc d'ultra-gauche. Qui était le mari de Mireille du petit conservatoire, Mireille Artuche du petit conservatoire, qui était juive aussi, si tu veux. Donc voilà. Et puis c'est le cœur serré que je m'adresse à vous. Enfin, voilà. C'est-à-dire que les gens doivent savoir que toutes les phrases les plus connues du maréchal Pétain et qui incarnent la débâcle, ont été écrites par un juif. Bon, voilà. Mais c'est tout le monde le sait dans le milieu. Mais si vous voulez, dans la population, si vous dites ça aux gens dans la rue, ils vous prennent pour un fou. Bon, et donc, ce qui est intéressant, c'est que Nora valide ça chez Finkielkraut sans que Finkielkraut, lui, ramène ses parents sur le devant. Parce que d'habitude, Finkielkraut, il ramenait ses parents, mais enfin, mes parents, ils étaient expulsés, etc. Et donc, là, Finkielkraut a défini le nouveau clivage face à Nora et Pétain et face à Julliard et son marcionnisme. Il a dit, être de gauche aujourd'hui, c'est être pro-musulman, être de droite, c'est être pro-juif. Maurras n'en croirait pas ses oreilles. Vous voyez ? Donc là, il y a le renversement total. C'est-à-dire qu'on sort de l'affaire Dreyfus. On sort de l'affaire Dreyfus. Et là, ce qui devient intéressant, c'est à quoi ça sert. À quoi ça sert ? Et on voit bien ce qui se met en place avec la séquence du complotisme soi-disant de Mélenchon. C'est qu'en fait, l'arc républicain qui devait exclure Jean-Marie Le Pen, maintenant doit exclure Mélenchon, tu vois. Et en même temps, on voit des sondages. Oui, parce que Mélenchon, c'est le candidat des arabo-musulmans. Voilà, des islamo-gauchistes et des collabos. C'est-à-dire que maintenant, c'est la gauche, enfin la gauche sans l'équi ou en portion réduite
Tu vois, parce que en fait l'immigration devient incontrôlable si tu veux. Donc en fait les revendications, si tu veux, t'as des phénomènes démographiques. Donc en fait et puis le réservoir électoral, malgré tout, enfin le réservoir politique, il est quand même à droite. C'est-à-dire plus il y a d'immigration, plus le réservoir est à droite, plus la gauche devient ingérable. Donc tout ça est logique si tu veux. Hein, c'est les conséquences des causes, etc. Donc mais là-dedans arrive ce nouveau paradigme où si tu veux, donc Mélenchon incarne, si tu veux, le diable. Il doit incarner le diable. Et Zemmour, donc juif affiché, revendiqué, doit incarner le patriotisme. Mais ce que je te disais sur l'élection de Biden, c'est qu'en fait aujourd'hui les sondages, on voit bien qu'ils ne sont là que pour faire valider un résultat décidé de façon quasiment arbitraire. Je veux dire, on n'a plus des élections, on a des congrès du Parti socialiste, quoi. Je veux dire, les scores sont décidés à peu près à l'avance et ils nous mettent, je veux dire, Macron il est élu avec 66,6% des voix. Enfin, il n'y a pas besoin d'être Christine Boutin pour trouver que c'est bizarre, quoi. Vous voyez, c'est pareil, on connaît à peu près autant de gens qui ont voté Macron que de malades du Covid. Enfin, vous voyez, c'est les mêmes proportions. D'ailleurs, c'est peut-être les mêmes, peut-être. Enfin bon, donc et là on voit bien Macron et Oni. Faites le test autour de vous. Même vous allez interviewer une tante boumeuse, libertaire, machin, CSP+ à la retraite. Enfin même elle qui devrait correspondre au cœur de cible. Et s'identifier soi-disant à Brigitte, on pourrait en reparler, et ben même elle le déteste. Donc si vous voulez, mais on nous l'annonce à 50% parce qu'il faudra le faire réélire. Et donc là, on voit bien à quoi ça va servir. On va être dans un jeu à 3 où en fait Zemmour incarne les sauveurs de la France, l'équipe pille la France derrière Macron qui doit se faire réélire et Mélenchon incarne la diabolisation et le paysage politique est bloqué. Alors je dis pas que c'est ça qui va se passer. Je trace une tendance. Parce qu'il peut y avoir des événements qui arrivent de manière impromptue. Ouais, c'est pas rien n'est écrit d'avance. Alors là-dessus, il y a un fait intéressant, c'est Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, en fait, elle a rien compris parce qu'en fait, la politique c'est un théâtre, si tu veux. D'ailleurs, c'était l'expression de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, il disait le grand orchestre. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que chacun joue sa partition. Et ça fait un produit, une harmonie. Tu vois, c'est harmonieux. Donc, si tu veux, c'est l'expression de Jean-Marie Le Pen. Il disait le grand orchestre. Et Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, c'est intéressant parce que lui, son rôle dans le grand orchestre, sa partition, c'était de jouer le diable. C'était le rôle qui lui avait été assigné. Et il le jouait. C'est-à-dire qu'il validait, si tu veux, l'alliance contre nature entre les chiites et les musulmans, qui est une alliance, enfin, d'une certaine manière contre nature. Ce que tu veux dire, c'est qu'il permettait aux chiites de gauche de dire aux Arabes, venez avec nous, constituer un bloc de gouvernement à gauche. Pas un bloc de gouvernement, parce que ils ont jamais fait rentrer au gouvernement. Il s'agit de tenir la rue. C'est-à-dire, la gauche, enfin, tu vois, c'est quand même ça. C'est-à-dire, elle tient la rue. Faut tenir la rue. C'est ça que la droite a jamais compris en France. C'est qu'il faut tenir la rue. Je veux dire, c'est sympa, tu vois, les mariages pour tous, les machins, les trucs, les papas, maman, je sais pas quoi, mariage pour tous, machin. Mais si tu veux, les mecs, ils tiennent pas la rue. La vraie force de la gauche, c'est qu'elle tient la rue. Tu vois bien sur les gilets jaunes. Sur les gilets jaunes, bah, au bout d'un moment, ils sont capables d'infiltrer, machin, etc. Mais parce que la gauche, c'est le pouvoir. Encore aujourd'hui. Hein. Et même avec Macron, même si il va se draper, il va se déguiser en droite une fois de plus. Tu vois, avec Zemmour, qui, si ça chauffe, incarne la résistance patriotique. Tu vois, enfin, t'es quand même dans un jeu, c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Hein, c'est assez simple. Et donc, tu vois, Le Pen, lui, il était bien pour à la limite pour l'adversaire parce qu'il validait ça. Et d'ailleurs, et en plus, il disait aux musulmans ce que les qui n'assumait pas de dire aux musulmans. C'est la fameuse phrase de Kuckerman, tu te rappelles, en 2002 dans Haaretz, Le Pen arrive au deuxième tour, donc là on s'attend à ce que Kuckerman dénonce ça dans Haaretz, et il dit, ah bah maintenant que Le Pen au deuxième tour, peut-être que les musulmans ont compris, peut-être qu'ils vont se calmer. Tu vois, donc en fait il avait ces deux utilités-là, c'est-à-dire qu'il validait cette alliance contre nature, ou qui peut être naturelle d'ailleurs, hein, ça dépend, de toute façon c'est qui était une alliance en tout cas, qu'elle soit naturelle ou contre nature, à la limite c'est pas le débat, mais il validait cette alliance et en même temps disait aux musulmans ce que les qui n'assumaient pas de leur dire. Et là-dessus Marine Le Pen arrive et se dessine donc le nouveau clivage qu'on a défini. Et donc elle devrait taper en fait sur l'islam.
À la limite, c'est la ligne, je sais pas quoi, Julien Audoul, tu sais, le cover boy de Tétu, homo, qui va arracher le voile d'une femme voilée, quoi. C'est-à-dire que en fait, c'est la droite Tel Aviv. C'est-à-dire que, en fait, la droite Tel Aviv, si tu veux, c'est l'idée que on est en terrasse, tu vois, on est entre homosexuels en terrasse. Il y a les mecs qui nous envoient des missiles depuis Stein, des barbus qui nous envoient des missiles depuis Stein, alors qu'on est entre homosexuels en terrasse, tu vois. Et on est protégé par des Antillais en armes. Alors là-bas, c'est des Druzes ou des Russes. Là, ce serait donc, on pourrait imaginer que ce serait des Antillais, quoi. Et on aurait le dôme de fer avec une batterie antimissile au bois de Vincennes et une autre au bois de Boulogne. Tu vois, et qui nous ferait notre dôme de fer. Et on serait en terrasse. Parce qu'être en terrasse, c'est ça notre civilisation. Tu vois, je sais pas si tu vois, mais en même temps, je lisais même un article sur, comment s'appelle-t-elle? Sur, Christine Kelly, qui s'était fait insulter par un type dans la rue. De toute façon, tout le monde se fait insulter dans la rue en France. Enfin, je veux dire, il y a plus aucune civilisation, quoi. C'est un sauvagement total. Et, donc, elle s'était fait insulter alors qu'elle était en terrasse. Tu sais, maintenant, c'est un statut. Tu sais, bientôt, ce sera un mode sur ton téléphone portable, tu sais, en terrasse. Je veux dire, c'est depuis quand c'est un marqueur de la civilisation d'être assis à boire des roteuses, quoi. Enfin, je veux dire, faut quand même se réveiller, quoi. Depuis les attentats de 2015. Non, mais bon, les Chinois, ils bossent de 7h à 23h, 7 jours sur 7, quoi. Ils sont pas en terrasse. Enfin, vraiment, faut se réveiller, quoi. Donc, bref, voilà. Donc, ça, c'est une parenthèse. Donc, Marine Le Pen, elle devrait être là-dessus. C'est-à-dire, sur cette ligne-là, on devrait être en terrasse, avoir le droit d'être en terrasse contre ces horribles femmes voilées, etc. D'ailleurs, tu vois bien que dans le nouveau clivage, Patrick Buisson, qui a osé dire qu'il respectait plus une femme voilée qu'une Lolita en string, Patrick Buisson a été sermonné par des cadres de la nouvelle droite, ça je peux le dire, je le sais de source sûre, et a été prié d'aller rectifier ses propos. Alors il s'est pas excusé parce que Patrick Buisson il va pas s'excuser, mais il a été prié d'aller rectifier ses propos sur Europe 1, qui doit être racheté par Bolloré, chez Sonia Mabrouk, tu vois. Et donc là, t'es dans un truc qui est quand même insupportable, quoi, parce que Patrick Buisson, on n'aime pas le personnage, etc. Mais à droite, il y a pas 1000 mecs qui pensent, quoi, tu vois. Il y avait vraiment pas 1000 mecs qui pensent, quoi. Et lui, il fait partie des 2-3 mecs qui pensent à droite, quoi. Quoi qu'on en pense. Et si tu veux, lui, il a osé dire, je respecte plus une femme voilée qu'une Lolita en string. Et le mot d'ordre dans cette nouvelle, cette droite, qui est le nouveau politiquement correct de droite, si tu veux, tel que défini par Finkielkraut, hein. Gauche c'est pro-musulman, droite c'est pro-juif, tu vois. Et s'imagine que en fait, et ils ont dit Patrick Buisson a dérapé. Et là j'ai entendu ce terme-là, tu sais, dans des boucles, tu vois, de Telegram d'identitaire. Patrick Buisson a dérapé. Tu vois, c'est-à-dire qu'on vit le même cauchemar qu'on a vécu à gauche il y a 30 ans en accéléré, quoi. Tu vois, le terme déraper, tu vois, qui était appliqué à Patrick Buisson, qui avait osé dire qui respectait plus une femme voilée qu'une Lolita de 13 ans en string. Et donc Marine Le Pen, dans ce jeu-là, je vais finir, donc Marine Le Pen devrait attaquer et être sur la ligne Julien Audoul, etc. Or Marine Le Pen, qui comprend rien en fait, mais en fait on peut pas lui en vouloir parce que si tu veux, on peut vraiment pas lui en vouloir, quoi. C'est qu'elle comprend, objectivement, je sais pas pourquoi elle fait de la politique, quoi. Là, parce qu'elle est complètement nulle, elle comprend pas. Elle ne comprend rien. Et elle déclare l'islam est compatible avec la République. C'est-à-dire qu'elle nous fait du Julien Drey de 1984, quoi. Non, mais c'est même pas du Julien Drey de 1984, parce que si tu veux, je vais pas raconter ma vie, mais moi je viens de ces milieux de gauche, et dans ces milieux-là, on savait bien que l'islam était pas compatible avec la République. Enfin, on disait jamais ça, on disait, tu vois, Julien Drey disait l'immigration c'est une chance pour la France. Tu vois, mais il disait un slogan qui était vague, mais si tu veux, il disait pas l'islam est compatible avec la République. Tout le monde à gauche, au PS, dans les instances, avait la phrase en tête de Chevènement qui était ces deux choses qui ne sont pas miscibles. Tu vois, c'est-à-dire miscible, c'est un terme que tu utilises pour l'huile et l'eau. C'est-à-dire que tu secoues et jamais ça se mélange. Si tu veux, le monde musulman et le monde sont pas miscibles. C'était ça que les gens. Et donc, si tu veux, à gauche, les gens avançaient malgré cette contradiction. Si tu veux, en dépit de cette contradiction, ils avançaient. Puis quand cette contradiction est devenue trop forte, les cartes ont été rebattues selon la nouvelle ligne définie chez Finkielkraut. Donc voilà pour le nouveau paradigme et donc ce général de Lavarde dans ce nouveau paradigme où les sont maintenant de droite après avoir été de gauche depuis 1830, comme nous l'ont expliqué Lionel Sinsou et Jean-Louis Bourlange. Depuis 190 ans.
Tu vois, depuis 190 ans, et ben là, on a effectué la soi-disant révolution copernicienne, comme dit Golnadel à ses interlocuteurs. Hein. Tu dois faire ta révolution copernicienne, tu vois. Donc là, on a la fameuse révolution copernicienne, dont certains pensent qu'il est un alignement de planètes, alors qu'il n'y a pas du tout d'alignement de planètes, puisque ça, je le dis et je le répète, il n'y a pas meilleur homme politique, et voire même c'est le seul pour cette oligarchie pilleuse que Emmanuel Macron, qui est l'hologramme, d'ailleurs même Bayrou l'a dit, l'hologramme du syndicat des pilleurs, c'est-à-dire des pilleurs du bas de Assa Traoré aux pilleurs du haut, les pilleurs du bas étant payés par les pilleurs du haut, puisque Assa Traoré était salarié avec un emploi de complaisance d'une entité du groupe Edmond de Rothschild. Xavier, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Merci infiniment. Évidemment, vous aurez compris, chers amis auditeurs, que la candidature d'Éric Zemmour vient s'insérer dans ce nouveau paradigme. Alors, servira-t-il à amputer Le Pen de quelques points ou incarne-t-il vraiment un espoir de cette droite nouvelle, CNews, Canal+, Figaro compatible? L'avenir nous le dira. Tiens, je vais te dire un truc aussi, un dernier truc. Je suis désolé de compléter, mais en plus, alors là, par exemple, c'est un autre aspect. C'est-à-dire, il est de bon ton de dire que Marine Le Pen est de gauche. Il est bon ton de dire que Marine Le Pen est de gauche. Or, malheureusement, Marine Le Pen, je dois le dire, elle est pas de gauche. Marine Le Pen est d'extrême droite. C'est-à-dire qu'elle est d'extrême droite, pas au sens idéologique, mais au sens mental. C'est-à-dire que c'est une spécificité de l'extrême droite en France. C'est pas le cas dans d'autres pays. Par exemple, en Italie, l'extrême droite, soi-disant, c'est-à-dire le fascisme, est assimilé à un mouvement qui a à peu près tout construit en Italie. C'est-à-dire quand vous allez en Italie, tout ce qui marche a été construit par le fascisme. Donc ça, personne peut en faire l'économie. Tu vois, les routes, les bâtiments, tout ce qui marche a été hérité de Mussolini. En France, l'extrême droite, c'est pas ça. L'extrême droite, c'est le syndic des perdants. C'est-à-dire, en fait, c'est la gauche qui a toujours avancé et sur la route, elle a laissé des perdants. Elle a laissé des perdants au fur et à mesure et ces perdants, ce sont, ont fait une sorte de syndicat qu'on appelle l'extrême droite. Et en fait, Marine Le Pen, ce qui est intéressant dans sa démarche, et là où c'est une démarche profondément d'extrême droite, c'est qu'elle cherche la défaite. C'est-à-dire qu'elle fait tout pour réunir les conditions de la défaite. Et en ça, moi, je le maintiens, Marine Le Pen n'est pas de gauche, elle est d'extrême droite. Et ça, je pense que c'est un sujet que je lance et qui est intéressant à méditer, parce que c'est pas les catégories. Moi, j'aime pas beaucoup les catégories, et puis bon, les catégories sont faites pour être brisées et redéfinies. Et je pense que cette catégorie d'extrême droite, je dirais comme tournure mentale, de chercher les conditions de la défaite, mérite d'être réfléchie. Merci Xavier. Pourquoi tant de haine? Maître Viguier, bonjour. Alors, j'ai déjà rappelé les faits tout à l'heure. Nous allons partir tout à fait in medias res. Je crois quand même que nous avons assisté, sur le plan politico-médiatique, à un tournant. Ça a été un épisode qui a été probablement pour beaucoup de normies, beaucoup de gens normaux, votre chère maman, la mienne, celle de ceux qui nous écoutent, de beaucoup de gens qui ont assisté à cette scène parce qu'elle a été massivement diffusée, évidemment, sur les canaux hertziens, à la télévision, mais également sur les réseaux sociaux, très massivement. Elle a occupé même la pole position pendant quelques heures des tendances sur des réseaux comme Twitter, en langue française, hein, bien sûr. Et je crois que ça a été quand même un appel au réveil sur cette situation de répression des pensées, des paroles, des opinions, des expressions. J'avais commencé quasiment dans les heures qui ont suivi le moment où Alain Soral m'a chargé de sa défense. Je me souviens que j'avais répondu à une interview et j'avais émis l'hypothèse que la lutte contre l'antisémitisme relève non pas du droit, hein, mais d'un domaine qu'on pourrait dire méta-juridique. Et je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Et il y a un bras de fer constant d'ailleurs entre les associations dont l'objet est de lutter contre l'antisémitisme, hein, les procureurs, les parquets qui sont souvent aiguillonnés par ces associations, c'est leur rôle. Et de l'autre côté, si vous voulez, les avocats de la défense et bien souvent aussi les magistrats
hein. On a vu aussi que ça pouvait monter très haut, puisque par exemple dans l'affaire Mireille Knoll, on a vu que d'un côté le bras de fer pouvait monter jusqu'à opposer le président d'Israël, que l'on ne voit jamais, dont on ignore même l'existence, hein, qui est quasiment comme le Dieu caché, hein, et qui d'un seul coup est sorti des nuées pour adresser un courrier au président français pour lui demander de rétablir les choses, de rétablir l'ordre, parce qu'il y avait eu un manquement de la part des magistrats du siège inférieur et supérieur, c'est-à-dire de la Cour de cassation, dans la lutte contre l'antisémitisme. C'est-à-dire que dès que on rentre dans la lutte contre l'antisémitisme, je pense que y a un effort qui est fait par ces associations pour sortir du droit. Hein. On est, je vous dis, on est dans le méta-juridique. Alors, ça n'empêche qu'effectivement, toute une série d'armes sont utilisées qui sont dans les codes. Alors, il faut avoir une vision globale. Hein. Le terrorisme fait partie de cet arsenal. Hein. J'ai un client là qui a des idées qu'il revendique. Hein. Il se revendique national-socialiste et il est actuellement incarcéré, hein, en détention provisoire, sur la base. Le terrorisme, c'est une infraction extrêmement vague. On peut vous considérer que vous êtes, Monsieur K, un terroriste, hein, comme on peut me considérer moi comme un terroriste. Ça ne veut rien dire, le terrorisme. Et quand, en plus, votre terrorisme rentre non pas dans le cadre de meurtre, d'actes, même de préparation de quoi que ce soit, mais de l'association de malfaiteurs, qui elle-même est une infraction extrêmement floue, qui à l'origine est faite pour lutter contre la mafia, vous comprenez que l'association de malfaiteurs dans le cadre d'une entreprise terroriste, c'est un filet qui permet d'attraper n'importe qui. Bon. Et le terrorisme qui consiste à déstabiliser l'ordre public, bah, c'est tout à fait adapté pour lutter contre l'antisémitisme. Et là, j'ai ce client qui actuellement, donc, c'est un habitant du Bas-Rhin, c'est une affaire dont il a été question, hein, et il est en prison pour cette raison-là. C'est-à-dire, il n'a strictement rien fait. Rien. Mais on soupçonne, parce que vous êtes en détention provisoire sur des soupçons. Parce que la détention provisoire, c'est là pour mener une enquête. Bon. Donc, on a donc tout ce compartiment du terrorisme. On a tout le compartiment des crimes contre l'humanité, mais ça qui concerne plutôt les dirigeants. Hein, c'est quand vous êtes ministre, président, policier. Là, vous êtes toujours menacé de l'accusation d'être un criminel contre l'humanité. Et puis, vous avez les propos. Tout le chapitre des propos, dont l'apologie de terrorisme est dans le code pénal, mais dans le droit de la presse, malheureusement pour les associations, c'est encore dans le droit de la presse, vous avez toute une série d'infractions, injures, diffamation, provocation, avec une déclination spéciale, parce que la provocation n'est pas la simple provocation, c'est la provocation à la haine, à la discrimination et à la violence. Bon. Mais alors, il faut faire attention au fait que, dans le cadre de la lutte contre l'antisémitisme, ces infractions sont déclinées spécialement et qu'elles sont également interprétées particulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, les choses deviennent floues. Et la loi a changé récemment, d'ailleurs, même en matière de presse, le juge peut passer d'une infraction à l'autre, ce qui peut pas en règle générale, hein, en droit commun. Mais là, vous êtes poursuivi pour injure, on va vous condamner pour diffamation, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de chipoter. Il ne s'agit pas de faire de la casuistique. L'affaire est trop grave. Il s'agit de partir en chasse contre des gens qui sont soupçonnés d'antisémitisme. Et alors, si en plus, par malheur, ils ne se repentent pas, c'est-à-dire s'ils n'ont pas la bonne attitude, je dirais c'est la jurisprudence Chalençon, vous voyez. Ça, c'est bien. Voilà comment il faut agir. Si vous n'agissez pas comme ça, vous avez toute chance d'être condamné. Sur des bases extrêmement floues. Parce que là, j'en viens au fin fond de mon propos, ce qui réunit toutes ces infractions. Et là, j'appelle à l'aide les gens qui ont fait de la philosophie, qui sont connaisseurs en histoire de la philosophie. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à creuser sur ce concept qui est utilisé par le droit, qui est d'avoir visé une personne ou un groupe de personnes à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une religion, une race particulière, déterminée, ou à raison de son origine. C'est la formule magique utilisée dans la loi
qui est employé pour dire que par votre injure, par votre diffamation, bref, par vos propos, vous avez porté atteinte. Alors voilà, c'est là le sceau, c'est là que j'en appelle aux philosophes pour nous aider. Vous avez porté atteinte à l'ensemble de la communauté juive. Mais quand on dit l'ensemble, c'est l'ensemble. C'est-à-dire quand vous vous attaquez à un juif, par exemple, vous vous attaquez à Attali. En réalité, ce qu'on va décrypter, c'est que derrière Attali, ce que vous visez dans Attali, c'est sa judéité, et à travers lui, c'est le symbole qui représente l'ensemble de la communauté juive. Vous comprenez? Et donc, en fait, vous touchez tous les juifs, depuis l'origine des temps jusqu'à nos jours, de sorte que chaque juif particulier se sent atteint et victime de votre agression. Voilà. Bon, ça c'est quelque chose que je suis en train de travailler parce que, comme vous le savez peut-être, je suis en train de préparer un guide du militant. Si j'osais, je dirais le guide du militant antisémite, parce que je pense que les antisémites, malheureusement, ont besoin de guides juridiques, parce que, en somme, ils s'y retrouvent assez mal. Hein, on s'y retrouve pas. Non. Et c'est ça, c'est ces choses-là qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre du. J'ai écrit un article aussi récemment que j'ai publié sur le site d'Égalité Réconciliation. Il faut pas négliger le fait qu'on est dans le cadre d'une guerre. C'est une lutte politique. Et je vous renvoie à Carl Schmitt. Dans le domaine de la lutte politique, il n'y a plus de raison, il n'y a plus de logique, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de droit. Tous les coups sont permis. C'est une logique qui n'obéit pas. La logique politique, disait Carl Schmitt, elle est spécifique du politique. Elle obéit à aucun compartiment. Donc, il faut arrêter, quand vous avez la prétention d'entrer dans le domaine de la lutte politique, par exemple, si vous avez l'intention de lutter contre la presse, de lutter contre le pouvoir de la presse, de lutter contre le pouvoir tout court, de lutter contre la domination capitaliste au plan mondial. Voilà, par exemple. Ces 3 exemples suffisent. Parce que immédiatement, comme on sait que derrière la presse, l'antisémite voit le juif, comme on sait que derrière le capitalisme, comme derrière le bolchevisme d'ailleurs, l'antisémite voit le juif, que derrière le pouvoir, il voit le juif, forcément vous allez vous heurter à l'accusation d'être un antisémite. Et vous allez vous heurter, vous allez rentrer dans des filets dont il va être difficile de vous dépêtrer. Vous allez être face à une accusation parce que vous allez être traité d'hérétique. Et je le répète, de terroriste, et puis d'ailleurs aussi également de malade mental, parce que ça fait partie. Dans l'arsenal, vous avez également et alors ça c'est le plus imparable d'ailleurs, c'est l'hospitalisation. Il faut y penser. Ça fait partie des armes. C'est-à-dire que si vous avez le malheur d'être dans une phase, parce que ça peut arriver à tout le monde, d'être dans un moment de déséquilibre, d'ailleurs qui peut être provoqué aussi par des médicaments, ou par la prise de drogue ou d'alcool, eh bien là vous courez un grave danger, parce que dans les armes employées, vous avez l'arme de la loi, c'est-à-dire l'incarcération, l'arrestation, la garde à vue, le placement en détention provisoire. Vous avez l'arme de la médecine, c'est-à-dire le placement, l'hospitalisation d'office. Et puis il y a un 3e degré dont il faut parler, qui risque d'être adopté dans notre pays au nom de la lutte contre l'islam. C'est ça qui est fantastique. C'est que les nationalistes seront les premiers à applaudir à ce genre de mesures, alors qu'ils en seront les premières victimes. C'est le placement dans des camps de détention, sur la base du fichier S, par exemple. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est réclamé. Pouvoir placer en camp de rétention les fichiers S. Oui, c'est réclamé, voilà. C'est réclamé par les leaders du nationalisme en bois, du nationalisme civique, comme Malika Le Pen. C'est réclamé par des gens comme Dupont-Aignan, une des folles du souverainisme. Enfin voilà, c'est réclamé en fait par toute la droite à compter dès qu'on quitte l'UMP LR. Oui, encore une fois, pardon de vous couper. Cet arsenal, il est destiné. En réalité, il est moins destiné à un soi-disant danger musulman, auquel moi je crois pas personnellement, qu'en réalité qu'à la fibre nationale qui pourrait se réveiller en France. Bon, le danger musulman, il faut arrêter.
le danger musulman, il était en Syrie. Il était en Syrie quand Bachar el-Assad a dû faire face à des hordes de djihadistes payés, drogués par le Qatar, par l'Arabie Saoudite et en sous-main derrière par les États-Unis, par la France, par l'Angleterre et par Israël. Voilà le vrai danger musulman qui a existé. Mais pour le reste, excusez-moi si je peux ajouter un mot personnel, l'islam est plutôt en matière de mœurs, en matière d'organisation de la famille en France, en matière de rectitude morale, c'est plutôt un recours, c'est plutôt un secours, y compris pour les Français. Et d'ailleurs, je note, peut-être que c'est pas tellement votre génération, mais moi j'ai connu une époque où la plupart des vrais nationalistes français avaient recours effectivement à la conversion à l'islam, parce que pour eux c'était la seule planche de salut qu'ils pouvaient envisager. Voilà. Ben voilà, si vous voulez, je ne veux pas me pencher encore une fois sur un dossier que je ne connais pas et dont j'ai pas à connaître. Je peux vous parler des dossiers que je connais. Je peux vous parler des aventures de Forisson. Hein. Je peux vous parler de Soral. Je peux vous parler de Denis Lang, hein, qui est ce client qui m'a autorisé à parler de son cas, hein, qui est ce national-socialiste qui a été arrêté de manière d'ailleurs d'une violence absolument extrême. Hein, parce que est-ce que vous avez vu le film Brasil? Hein, avec cette arrestation qui est due à une erreur de papier où vous avez des Robocop. C'est comme ça que ça se passe dans la réalité. C'est-à-dire les types, je sais pas si c'est de l'entraînement, si c'est de l'amusement ou s'ils croient vraiment à une mission. Mais alors vous avez des hommes casqués, armés, avec des enfants, hein, et là c'est des vrais enfants, hein, entre 5 et 6 ans, qui sont dans leur lit braqués avec des hommes armés, avec des lampes torches. Hein. Vous avez des grands-mères qui sont bousculées sur un canapé. Vous avez un homme qui est encagoulé, qui est attrapé, mis en camisole, qui est emmené. Enfin, ce sont des ouragans qui tombent sur des familles, hein, qui n'ont rien fait d'autre que de subir la souffrance sociale et dans leur chair de rêver d'une chose, c'est qu'il puisse y avoir en France une renaissance. Voilà ce dont ils sont coupables. Voilà la réalité aujourd'hui. Voilà la réalité. Ça, je peux en parler, ça. Vous nous donnerez, maître, les détails où on puisse aider votre client, monsieur Lang, à traverser cette terrible épreuve. Merci beaucoup, maître. J'avais proposé de donner son adresse. Je l'ai donné sur mon fil Twitter, étant donné qu'évidemment, la personne qui va écrire à Denis Lang va forcément, son courrier va passer par un juge d'instruction et son nom va figurer dans les fichiers de la DGSI. Ça, il faut le savoir. Hein. Là, on est dans des affaires qui sont même beaucoup plus sérieuses que celles qu'on a pu connaître dans le passé. Par contre, ce que je peux dire, c'est que Denis Lang fait preuve d'un courage que je n'ai pas vu chez tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, maître. Chacun aura compris. À très bientôt, maître. Merci pour votre temps. Merci pour ces précisions. Merci pour vos silences que chacun pourra apprécier. On le silence est d'or. Voilà, le vrai révolutionnaire en vous qui ne veut aider le parquet et les associations, les ligues de vertu par aucun moyen. Merci beaucoup, maître, pour vos lumières. Pourquoi tant de haine ? Xavier, maître Viguier, merci beaucoup pour votre temps, merci pour vos éclairages. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver, bien sûr, les lumières de notre ami Xavier dans la dernière édition de Faits et Documents. Abonnez-y-vous. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs en passant par la librairie en ligne Contre-Culture, tout simplement. Soutenez-le parce que vous aurez pour le prix d'une lettre confidentielle beaucoup plus que cela. Vous aurez une vraie analyse sur l'actualité. Ce n'est pas que des portraits. Ce ne sont pas que des enquêtes au long cours, c'est aussi, je dirais, une grille de lecture que Xavier vous donne pour comprendre les événements. Chers amis auditeurs, on se retrouve pour un prochain Pourquoi tant de haine. D'ici là, je vous salue et je vous encourage bien sûr à nous faire un don sur le portail d'Égalité et Réconciliation afin de soutenir la rédaction de Combat ainsi que la rédaction de RFM, la radio en couleur d'Égalité et Réconciliation. Merci à la direction de la radio et au président Alain Soral de sa confiance. Pourquoi tant de haine ? Comment peut-on accepter La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi tant de haine ?